gouvernement qui serait senti assez fort pour être juste aurait fait arrêter les traîtres. Et les lois auraient prononcé. Mais le territoire vit Pichegru protégé par ses éminents services, par sa haute réputation, par son titre de député, et enfin pour l'appui de toute une partie. L'examen du complot prouva d'ailleurs que si Général Moreau n'y avait pas donné les mains, il en avait du moins eu connaissance. Quand il eut appris que le gouvernement était instruit, il s'était hâté de les dénoncer, mais cette révélation tardive, loin de détruire les soupçons, les avait confirmés. Enfin, d'autres noms considérables pouvaient encore s'y trouver. Toutes ces considérations firent craindre au gouvernement une procédure légale dont l'éclat et l'issue lui semblaient ne pouvoir être que funestes. Et il préféra enveloppé dans une ruine commune par un coup d'État et les traîtres à la République et ses ennemis particuliers. Le général Bonaparte suivait attentivement la marche et les progrès de ces tristes dissensions dans la chaleur des discussions au Conseil des 500. Quelques attaques avaient été dirigées contre ses lieutenants et même contre lui. Il les repoussa avec hauteur, mais bientôt ramené à leur réflexion, il résolut d'envoyer à Paris quelqu'un qui peut lui donner des notions exactes sur la situation des affaires. Je fus choisi pour remplir cette mission. Voyez tout le monde, me dit-il, défendez-vous de l'esprit des partis. Donnez-moi la vérité et donnez-la-moi dégagée de toute passion. J'arrivai dans le mois de mai. Les membres du gouvernement, au nombre de 5, étaient alors Barrard, Hubert, Carnot, la Réveilleur, Lepault et Barthélemy. Les 4 premiers sortillons de la Convention et qu'aucun d'entre eux ne s'y fut signalé. À l'époque de la terreur, repasse des actions atroces. Les 3 premiers avaient cependant prononcé la mort du roi. Ce vote, qui peut présenter pour excuse des considérations fatales, mais puissantes, les confondait cependant avec les plus fûts jacobins et nuisait à la considération dont ils avaient besoin d'être enterrés. On supportait avec impatience les jours des gens qui rappelaient des si tristes époques, et particulièrement les constitutionnels des 80 ans, ce qui avions à leur reprocher et la destruction de leur ouvrage et les persécutions qui avions pesé si longtemps sur eux. Quand j'arrivais, la lutte était violente et les adversaires du gouvernement ne cachaient pas le projet de renverser la majorité. Ma première visite fut à Barra, qui paraissait avoir conservé de bons sentiments pour eux, le général Bonaparte, et qui m'exprima le désir d'entretenir l'amitié qui les unissait depuis longtemps. Je vis ensuite Carnot. Celui-ci s'expliqua son abandon avec moi les rapports intimes du général Bonaparte avec Barras, lui imposant une grande réserve à la différence de système et des vues sur des points du gouvernement avaient élevé entre ces 2 directeurs une animosité qui éclatait par des invectives et des menaces et qui fermait toute voie en réconciliation. Cependant, Carnot s'exprima avec sincérité. Il est impossible, me dit-il, de marcher plus longtemps dans la route révolutionnaire si l'on ne veut pas adopter un système durable de modération. Tout est perdu. La France a en horreur tout ce qui rappelle l'époque déplorable où la cruelle nécessité de la sauver jeté la Convention. Il y a dans les esprits une irritation dont les effets, si l'on y prend de garde, seront de nous dégoûter promptement du gouvernement républicain et de nous ramener des désordres dont nous ne sortirons plus que pliés sous le joug des Bourbons. La faction contre laquelle
Je lutte. N'a pas honte de m'accuser d'être royaliste. Cependant, personne n'est plus convaincu que moi de la trahison de Pichegru et de la nécessité de l'en punir. Mais on veut gouverner la France comme un club. J'ai vu et traite l'esprit passionné de faction, les préjugés de l'ignorance et la peur du jeu soupçonneuse et aveugle. Président à toutes nos actions ne veut s'attacher qu'à la violence qui hérite, tandis que la modération et la fermeté souffrayant peut tout adoucir. Ma situation est triste car je suis forcé de marcher avec un parti dans lequel, sans compter Pichegru, se trouvent des hommes qui ne m'aiment point, qui peut-être conspireront avec lui et qui perdront la République sans étendre les buts secrets de leurs efforts. J'ai cherché, ajoutait-il, à ramener Pichegru. Je ne le connaissais pas personnellement. L'entretien que j'ai eu avec lui m'a convaincu qu'il est le plus habile que je l'ai pensé et qu'il a pris son parti. J'ignore quels sont ses moyens d'exécution maintenant qu'il est éloigné de leur mémise. Ils jureront contre la fermeté vigilante du gouvernement et surtout contre l'opinion publique aussi prononcée contre les Bourbons. Cet entretien dont je ne rapporte que la partie la plus saillante fut le seul que Carnot m'accorda. Barras m'avait ouvert sa maison. J'y allais trop souvent pour que Carnot ne me regardât pas comme un homme dévoué au parti de ses directeurs. J'en étais cependant bien éloigné. Tous ces discours ne respiraient que haine et vengeance. Nous avant la catastrophe, la résolution de la rendre terrible était irrévocable. Prise et les victimes désignées, ma position et mon devoir interdisaient toute action dans cette lutte. Mais j'écrivis la vérité au général Bonaparte. Je lui représentais qui tiendrait sa gloire s'il paraissait donner de l'appui à des violences injustes et que la position du gouvernement ne justifiait pas. Qu'on ne lui pardonnerait pas de se lier avec le directoire pour opérer le renversement de la Constitution et de la liberté, que des prescriptions ayant été dirigées contre la représentation nationale et contre des citoyens recommandables par les vertus, qu'on allait punir sans jugement et que la haine qui sortirait d'une telle tyrannie se répandrait non seulement sur le territoire, mais encore sur le système du gouvernement républicain. Qu'enfin, il ne m'était pas de montrer que le parti qu'on allait prescrire le retour des Bourbons et que derrière la punition légale ou l'éloignement de Pichegru serait suffisant pour être tout projet de cette espèce. Ces considérations furent reçues du général Bonaparte. Cette impression pour qui s'abstint promptement d'exprimer dans sa correspondance avec le territoire sur la situation intérieure de la France. Bientôt même, il cessa de lui écrire. Ce silence prolongé parut extraordinaire à Barras. Il en devina facilement la cause. Il continua de me recevoir, mais je m'aperçus à la gravité de son maintien et aux insidieuses questions de ses favoris qui me soupçonnait de ne pas être de ses amis. Je n'ai jamais aimé les fausses positions. Je sortis promptement de celle-ci en déclarant franchement mes sentiments à l'un de ses confidents. Je connais assez les desseins du gouvernement, lui dis-je, pour ne pas lui nourrir auprès de ses ennemis si je le divulguais. Ce serait d'ailleurs une espèce de trahison, vous savez que je n'en vois aucun. Mais comme citoyen et comme honnête homme, je ne dois pas vous cacher que je n'approuve pas le coup d'État que l'on médite. Vous allez fouler aux pieds les lois
et la liberté. Ce système de violence se tournera contre vous tôt ou tard. Après 10 années d'efforts et de malheur pour obtenir un gouvernement représentatif, il est affreux de ne recueillir que la tyrannie ou toutes les convulsions de l'anarchie. Il ne me répondit que par des lieux communs, tirés de la nécessité de frapper une faction qui voulait renverser la République. Barra, à qui cet entretien fut rapporté, et c'était mon intention, crut devoir dissimuler et ne m'en traita pas plus mal, mais il me fit surveiller avec un soin qui s'étendit sur ma correspondance avec le général Bonaparte. Elle était en chiffres, et cette preuve de défiance et de mystère, en augmentant les soupçons, contribuait peut-être à aider la catastrophe dans la crainte que Bonaparte n'ait pris un parti qui aurait embarrassé le directoire.